Même quand on habite au grand air en Normandie, sur la presqu'île du Cotentin, on peut avoir envie de changer d'ambiance, d'un peu de fantaisie pour agrémenter son intérieur. Pour Angelina, c'est devenu un rituel du matin. Parcourir sa collection de 500 bougies et en sélectionner quelques-unes pour la journée. Un choix en apparence anodin, mais qui répond à une logique très précise. Pour le salon, par exemple. Pourquoi cette bougie à cet endroit-là? Parce que c'est une 3 mèches et elle diffuse dans toute la pièce. J'ai une grande surface. C'est ce qui est le plus pratique à diffuser et qui prend le plus d'ampleur dans toute la maison. Dans la cuisine, des senteurs boisées pour couvrir les odeurs de cuisson. Pour finir, une 3e bougie, un peu plus légère. C'est une florale douce, parfaite pour la pièce. Dans cette pièce-là, c'est mon bureau, c'est ma chambre. Donc il faut quelque chose vraiment de léger, pas entêtant, puisque j'y passe beaucoup de temps. Depuis 3 ans, cette mère de famille partage sa passion sur un blog. 15 000 visiteurs par mois qui viennent chercher son avis. Dans un premier temps, je vais évaluer la qualité de fonte, savoir si toute la surface fond bien. Puis ensuite, je vais évaluer la puissance de diffusion. Et enfin, je verrai si le parfum me plaît. Pourtant, il y a un domaine où Angelina est un peu moins en pointe. Vous savez un peu ce qu'elle rejette, les bougies, comme gaz, comme polluants éventuels dans l'air? Non, pas vraiment. Je me suis jamais vraiment penchée sur la question. Ça n'intéresse pas forcément, enfin j'en suis pas inquiète en tout cas. Un Français sur 2 utilise des désodorisants à combustion. Des bougies comme Angelina, mais aussi de l'encens ou du papier parfumé. Nous sommes nombreux à penser que cela améliore la qualité de l'air de nos maisons. Mais récemment, des études scientifiques ont brisé cette belle image et révélé que les fumées ne sont pas seulement chargées en parfum. Elles émettent aussi des polluants. Comment ces produits sont-ils fabriqués? En Normandie, Julien Pruvot surveille de près les émissions de ces bougies de luxe. Mais est-ce suffisant? En Inde, Arch Kandekval produit une demi-tonne d'encens par jour, à grand renfort de produits pas très naturels. Quel impact sur notre santé? Au Laos, Francis Chagnot parcourt le pays en quête d'un ingrédient médicinal et aromatique, le benjoin. Celui-ci tient-il ses promesses après la combustion? Dans un laboratoire de Genève, Vincent Perret analysera tous ces produits conçus pour parfumer nos intérieurs. Grâce à lui, nous en saurons un peu plus sur ce que nous respirons. L'idée plane dans l'air depuis très longtemps. Le parfum à brûler, c'est bon pour la santé. Montrouge, près de Paris. Une odeur orientale imprègne le quartier. C'est ici que l'on fabrique le plus célèbre des papiers parfumés. Des petits carnets verts. Un truc de grand-mère que l'on brûle pour faire partir les mauvaises odeurs, qui existe toujours 100 ans après son invention. Aujourd'hui, il s'en vend 2 millions chaque année. Bonjour Patrick, tout va bien? Ça va bien. Bon, la machine marche bien? Ça va, ça marche très bien. Oui. Là, c'est tout ce qu'on a fabriqué cette semaine? Oui. C'est bien.
Non, il faut que ça vieillisse. Hein. Mireille Schwartz est aux commandes de l'entreprise depuis presque 30 ans. Tout va bien? Ça sèche? Bon. Une affaire de famille. C'est la 4e génération. C'était créé par mon arrière-grand-père. Mon grand-père est venu et ensuite maman et puis moi. Les archives de l'entreprise témoignent de cette histoire centenaire. 1914, 20 francs, prix imposé. À l'origine de tout, 2 associés un peu aventuriers. Alors ça, c'est les 2 créateurs du papier d'Arménie. Vous avez Monsieur Auguste Ponceau et Monsieur Rivier, qui est mon arrière-grand-père. Et Monsieur Ponceau, c'était lui qui est allé en Arménie et qui a vu que les Arméniens faisaient brûler une résine pour désinfecter les maisons. Comme il avait une formation de pharmacien comme mon arrière-grand-père, ils ont travaillé cette résine, ils l'ont fait dissoudre dans l'alcool et puis ils l'ont mis sur papier et ils ont créé le papier d'Arménie. Et ça a eu très vite beaucoup de succès. Grâce à leur entreprise de transport de médicaments, ils introduisent leurs produits dans les pharmacies. Un gage de sérieux. Bon pour l'hygiène, capable de désinfecter l'air. Légende ou réalité? Nous avons sollicité Olivier Lafont, l'honorable président de la Société française d'histoire de la pharmacie. Nous lui avons préparé une petite exposition. Des publicités du début du XXe siècle, peu après l'invention du papier d'Arménie. Les réclames vantent sa capacité à lutter contre les maladies, jusque dans les hôpitaux. Ah ben ça, c'est une très belle image. Vous avez l'Hôtel Dieu qui est là pour vous suggérer une utilisation officielle du papier d'Arménie. Puis vous avez le personnage un peu mythique qui est le papier d'Arménie en super-héros. Et vous avez tous les miasmes qui sont dispersés et toutes les maladies à venir qui s'évadent par la bouche. Là, c'est formidable. Il y a variole, typhoïde, choléra. Ça ne correspond pas du tout à la réalité scientifique de l'époque. En 1794 déjà, dans les hôpitaux militaires, on préconisait l'usage du chlore pour désinfecter les salles de malades. Donc quand le papier d'Arménie arrive à la fin du 19e siècle, ça fait 100 ans qu'on a mieux. Peu efficace pour désinfecter, le papier parfumé est pourtant utilisé dans les intérieurs bourgeois grâce à de solides idées reçues du grand public. Vous avez dans cet inconscient collectif le fait que la purification de l'air peut s'obtenir par la combustion de substances aromatiques. C'est ancré dans l'esprit des gens depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, où Hippocrate déjà utilisait des feux qu'il allumait aux différentes extrémités de la ville d'Athènes pour protéger Athènes contre la peste, et il jetait des aromates dans ces feux, et c'est ce qui a protégé la ville d'Athènes de la peste, d'après ce qu'on raconte bien sûr. Selon un sondage, près de 30% des Français restent persuadés que ces produits améliorent la qualité de l'air intérieur. Depuis 2008, la prudence a poussé la marque à changer son slogan. Avant, le papier d'Arménie purifiait l'air. Aujourd'hui, le désodorisant se contente de le parfumer. Si l'emballage a évolué, la recette du carnet vert, elle, n'a pas bougé. Non, elle n'a pas changé du tout. Non, pratiquement pas. Non. Pourquoi? Mais parce qu'il est efficace et que je vois pas pourquoi on changerait. On est avec des produits naturels, on n'a pas besoin de changer. En effet, à défaut d'être désinfectants, ces produits sont en partie naturels. Le directeur de production nous emmène au cœur de la fabrication. Cela se passe dans cette pièce de haute sécurité. Une concession à la modernité. Je laisse l'alcool. Ouais, je vais me changer. À cause des vapeurs d'alcool, il faut utiliser un smartphone anti-explosion pour filmer. Le reste du matériel doit être laissé à l'extérieur. Un équipement rudimentaire pour assister à la naissance du papier d'Arménie. On a posé nos téléphones.
De grandes feuilles sont trempées à la main dans un mélange d'alcool et de parfum. C'est le début du papier d'Arménie. Là, ça y est, le papier devient un papier parfumé. On le met à tremper. On va le laisser tremper jusqu'à saturation. On s'assure que le parfum se diffuse un peu partout. Le papier est mis à sécher dans ces étuves. Une dizaine de minutes. L'alcool s'évapore. Le parfum reste sur la feuille. Le secret de cette fragrance, c'est une résine. C'est le benjoin, c'est 98% du papier d'Arménie. Et on a 2% de parfums qui sont, eux, tenus secrets. C'est ici que le mélange est dissous dans l'alcool. Il faut ensuite remuer une fois par jour, pendant 6 mois, pour que la maturation se fasse correctement. Fabriquer le papier d'Arménie prend du temps, 1 an environ, avant de pouvoir profiter de son parfum. Ils sont très bons. Ça sent quoi là? Il y a des senteurs balsamiques et vanillées. Le côté vanillé, en fait, il est présent naturellement dans le benjoin. Sans le benjoin, il n'y a pas de papier d'Arménie? Sans le benjoin, il n'y a pas de papier d'Arménie. Mais d'où vient ce produit? Ça devrait être imminent. Une certaine fébrilité s'est emparée de l'entreprise. Non mais là, ça commence, attends, il est 14h, 16h bientôt. Faut pas déconner. Et là, vous attendez quoi, 3-4 kilos Oui, 3-4 tonnes plutôt. 3-4 tonnes 3-4 tonnes, 4 tonnes exactement. De quoi produire des carnets verts pendant 2 ans. Mais à l'arrivée des caisses, surprise, elles ne viennent pas d'Arménie, mais de bien plus loin, du Laos. Ce pays asiatique est aujourd'hui le principal lieu de production de la mystérieuse résine odorante. Le Laos est plus connu pour ses paysages sauvages et ses pagodes bouddhistes que pour le benjoin, qu'il produit à raison de 50 tonnes par an. Sur les marchés, pas la moindre trace de la résine. Vous avez du benjoin? Non, on n'en a pas. Vous avez du benjoin? Non? Et vous savez où on peut en acheter? Non plus? Pour en dénicher, il faut s'enfoncer dans le pays et trouver un guide. Francis Chagnot est l'un des Français qui connaît le mieux cette ressource. Depuis 25 ans, il parcourt le Laos pour acheter du benjoin. Au début, acheter aux producteurs était un parcours du combattant. Au début des années 90, le benjoin descendait encore par pirogue. Moi, je montais dans la haute région par la pirogue. Les villages étaient reliés par des sentiers. Donc, aller vers ces gens-là, c'est de la marche. Il faut être un bon marcheur. Donc, je faisais pratiquement 6 heures de marche par jour. Même aujourd'hui, le benjoin ne se laisse pas approcher facilement. Direction le nord du pays. 18 heures de voiture avant d'accéder à la zone de production dans cette région montagneuse. Au Laos, on trouve la précieuse marchandise dans 240 villages. Francis Chagnot y a ses entrées. Il dialogue en laotien. Bonjour.
Bonjour. Tu peux prévenir de notre arrivée? On aimerait accompagner quelqu'un et voir les arbres. Les habitants vivent de l'élevage et de la riziculture. Mais à cette période de l'année, en mars, les villageois comme Tawan passent l'essentiel de leur temps à parcourir la forêt pour récolter le benjoin. Oh là, magnifique là. Voici le styrax, cet arbre dont on extrait la résine qui parfume le papier d'Arménie. Il y a quelques mois, les villageois sont venus préparer le tronc à coups de machette. On fait une ouverture ici. Donc, comment un petit coup sec, là. Hop. Et puis, on va décoller l'écorce, mais sans la casser, là. C'est flexible. Donc, on donne un petit geste comme ça. Et la résine, qui est une résine très dense, va s'accumuler progressivement et sécher là. Pour grimper à l'arbre, Tawan utilise ensuite ses cordages rudimentaires. Ils vont lui permettre d'atteindre chaque entaille. À l'aide de sa machette, Tawan détache le benjoin de l'écorce, sans en perdre une miette. Au début, sans danger, la posture devient périlleuse quand le jeune homme se retrouve en appui sur un simple morceau de bois, à 10 mètres du sol. Vu d'en bas avec nos yeux d'Européens, l'opération semble risquée. En Europe, ce serait aux normes, cette méthode, cet équipement? La remarque agace le Français. Arrêtez de poser des questions idiotes. Pourquoi? Arrêtez-moi. Parce que, mais attendez, c'est complètement décalé. C'est pas aujourd'hui. Ça fait 200 ans que c'est comme ça, ou peut-être plus. Hein, c'est-à-dire que la personne qui est ivre ou qui est trop vieux ou qui a des courbatures, il va pas monter à l'arbre. Ils sont censés, je veux dire, ils savent ce qu'ils font. Dangereux peut-être, J'ai failli le faire tomber. mais ces quelques grammes sont précieux pour l'économie du village. C'est exceptionnel. C'est une récolte exceptionnelle. Non, ça, c'est très beau. Une récolte rapporte 220 € à chaque famille, soit 1/5 de ses revenus annuels. Les agriculteurs n'en gardent qu'une toute petite quantité, pour un usage médicinal, comme cicatrisant, en cas de blessure au pied par exemple. On s'en sert aussi pour les dents quand on a une carie. Et aussi quand on a mal au ventre, quand on a des vomissements. Dans ce cas, on prend du benjoin, on le fait fondre dans une tasse d'eau chaude et on le boit. Nous leur avons apporté un carnet de papier d'Arménie, fabriqué à partir du benjoin laotien. Vous connaissez? Une découverte pour eux. C'est pas une odeur très naturelle. Si, ça ressemble un peu au benjoin. Le benjoin naturel peut avoir des qualités médicinales. Mais que se passe-t-il exactement quand la feuille brûle? Que contient la fumée du papier d'Arménie? Olivier Blond est le président de l'Association nationale pour l'amélioration de la qualité de l'air. Ce jour-là, grâce à cet appareil, le militant va s'intéresser de près aux émissions du désodorisant. Alors, la machine, elle fonctionne de manière assez simple. C'est un aspirateur qui va faire rentrer donc l'air par le petit bidule là. Et comme ça, on va pouvoir compter les molécules et les compter selon leur taille, parce que la taille des molécules est très importante. Pour les plus petites molécules en suspension, on parle de particules fines. Sont-elles présentes lors de la combustion? Le détecteur du militant anti-pollution est formel. Clairement, le papier d'Arménie a libéré dans la pièce plein de très petites particules. On le voit. Donc, c'est
c'est les plus petites, les 0,3, les 0,5, les 1. Ça, c'est leur taille. Et le problème, c'est que les plus petites, c'est les plus dangereuses. Parce qu'elles rentrent plus profondément dans les poumons. Et même une fois qu'elles sont dans les poumons, elles passent dans le sang. Et là, elles vont aller dans tous les organes. Elles peuvent atteindre le cerveau, le foie, les artères, le cœur. Selon Olivier Blon, ces particules fines entraînent un risque de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Dans l'appartement, l'appareil a détecté un taux de 130 microgrammes par mètre cube d'air. En comparaison, c'est 5 fois plus que le pic mesuré ce jour-là sur le périphérique parisien, l'un des endroits les plus pollués de la capitale. La différence, c'est qu'avec le désodorisant, l'exposition est beaucoup moins longue. Après la combustion, le taux de particules redescend rapidement. De quoi relativiser le scénario catastrophe décrit par le militant associatif. La pollution, ce n'est pas le sujet de discussion préféré de la directrice de Papiers d'Arménie. L'entreprise aurait fait ses propres tests, mais refuse de les communiquer. Et lorsque nous insistons sur les particules fines, Mireille Schwartz botte en touche. Mais vous savez, les particules fines, de toute façon, il y en a partout. Hein. Vous allez dehors, il y en a partout dans les maisons. Quand on fait brûler le papier d'Arménie, ça n'empêche pas les gens d'ouvrir leurs fenêtres. C'est très important. Moi, je le dis toujours, quand on fait les salons, qu'on explique aux gens l'utilisation, on dit faites brûler le papier d'Arménie, mais ouvrez vos fenêtres après pour aérer, pour nettoyer. Donc pour vous, les particules fines, c'est pas un problème? Je ne pense pas. Même si elles sont à des taux assez élevés? Bah écoutez, oui, je crois pas. Moi, dans mon fort intérieur, je suis persuadée que c'est pas dangereux du tout. Mais il faut aérer les pièces, c'est tout. Aérer après utilisation. Si on pousse le bouchon, ce serait un peu comme si un fabricant d'eau de toilette conseillait à ses clients de prendre une douche après s'être aspergé de son produit. Le papier d'Arménie n'est pas le seul à être confronté à cette question de santé publique. Tous les désodorisants à combustion sont concernés par les émissions de polluants, à commencer par les plus à la mode. La bougie parfumée, c'est un objet de décoration tellement tendance que même Trudon, le plus vieux cirier du monde, s'y est mis. L'ancienne manufacture royale de cire fournissait en produits haut de gamme les souverains Napoléon ou Louis XIV. Depuis le début des années 90, l'institution a lancé une gamme parfumée à côté de ses classiques. Plus de la moitié de l'activité de la marque aujourd'hui. Du Made in France, fabriqué à Mortagne-au-Perche, en Normandie. Le directeur de l'entreprise, Julien Pruvot, joue la transparence. Il nous a ouvert les portes de son usine. Jusqu'au laboratoire, un endroit stratégique où chaque prototype subit une série de tests, dont un sur les particules émises. Tu en es où dans tes tests de suie là? Je viens justement d'allumer la troisième phase pour chacune des bougies. Qu'est-ce que vous mesurez là? Je mesure l'indice de suie, ce qui consiste à mesurer le dépôt de suie qui va se former sur la plaque en verre située au niveau supérieur du panier. C'est une étape importante ça? Tous les fabricants dignes de ce nom, évidemment, font des tests de suie systématiques et ils sont tout à fait importants puisqu'ils nous donnent la preuve que les produits sont qualitatifs. En attendant le résultat, Julien Pruvot va nous montrer comment il fabrique ses bougies. Historiquement, la signature de Trudon, c'est la cire d'abeille. Mais elle sert beaucoup moins aujourd'hui. On emploie de la cire d'abeille pour fabriquer des bougies parfumées, mais en très faible dose. C'est une cire qui est très dure et qui a une très légère odeur, malgré le fait qu'elle a été désodorisée. Et c'est quoi le produit de base alors? Le produit de base, je vais vous emmener voir. Toutes les bougies parfumées de la maison sont réalisées à partir de mélanges. Des cires végétales, de palmes durables ou de copra, mais aussi de la paraffine, issue du pétrole. Une matière bon marché, mais pas seulement.
C'est un matériau qui est très apprécié des serriers, puisque sa structure moléculaire étant très fine, permet de très bien mélanger les parfums avec. Ce jour-là, c'est un best-seller de la marque qui est en fabrication. 3000 bougies fabriquées en 8 heures. Nous sommes là en présence d'une formule de cire fondue, mélangée avec du parfum. Donc c'est vraiment le matériau qui va terminer dans la bougie et qui va se solidifier. Donc le travail suivant consiste à progressivement redresser ces mèches. Si cette bougie se solidifiait de cette façon-là, avec une mèche complètement couchée sur la paroi du verre par exemple, la bougie ne brûlerait pas correctement. Ça créerait une espèce de cratère sur le côté et on n'obtiendrait pas du tout le résultat escompté, à savoir un parfumage de l'air ambiant. À plusieurs dizaines d'euros la bougie, ce serait dommage, non? Elle est parfaite là. Il y a juste à la laisser refroidir. Reste un détail. Où en est le test de pollution aux particules? Ça a l'air d'être propre au niveau du dépôt. Non, il n'y a pas du tout de noircissement, c'est impeccable. Une bougie qui ne noircit pas sa vitre, c'est une bougie qui ne pollue pas, c'est ça? Absolument. S'il n'y a pas d'émission de suie, même visible, ou ne serait-ce qu'à peine perceptible, si la flamme est stable, vous êtes en présence d'un produit qui ne présente pas de danger en termes d'émission. Et vous pouvez utiliser une, deux, quelques bougies, et c'est parfaitement sain. Pour les ciriers, ce test est le seul obligatoire en matière de pollution. Mais permet-il vraiment de garantir une bougie propre? Pour le savoir, nous avons contacté le spécialiste européen. Il travaille en Suisse, à Genève. Vincent Perret est toxicologue. Son domaine de prédilection, la qualité de l'air intérieur. Il nous a donné rendez-vous dans un laboratoire pour quelques tests. Dans notre carton, un assortiment de bougies parfumées, dont une vient de l'usine Trudon. Bonjour. Randy. Enchanté. Vincent Perret. Ça, c'est une des bougies dont on est allé voir le constructeur, qui nous explique que ces bougies, elles dégagent rien du tout. Ça vous paraît... C'est une bougie magique. Ah oui, magique. Bien sûr. Ça vous paraît pas possible? Non, il y aura de toute façon des émissions. L'expert part à la recherche des polluants invisibles. Alors ici, on a fait une petite chambre. Et à l'intérieur de cette chambre, on a placé différents capteurs qui mesurent les émanations de la bougie. Rapidement, l'un des appareils enregistre un dégagement gazeux. On a une accumulation de formaldéhyde dans la chambre de test. Cette bougie émet du formaldéhyde, un élément chimique invisible à l'œil nu. Un polluant qui se forme dans l'air lors de la combustion. Tout se passe dans la flamme. Et dans cette flamme, il y a une chimie très particulière qui va transformer les composants de la bougie, notamment la paraffine qu'il y a dedans, mais aussi tous les parfums. Tout ça va être mélangé, tous les atomes qui constituent ces molécules-là vont être cassés, et dans la flamme, ces atomes vont se réorganiser, vont recréer de nouvelles molécules. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec des émanations de formaldéhyde. La cire est composée d'atomes de carbone et d'hydrogène. Lors de la combustion, ils forment de nouvelles molécules. De l'eau, du dioxyde de carbone et du formaldéhyde. Le phénomène n'est pas propre à la marque Trudon. Il concernerait toutes les bougies parfumées. En 2017, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a mesuré les émissions de 9 bougies parfumées achetées dans le commerce. L'organisme n'a communiqué aucune marque. Résultat, du formaldéhyde à chaque fois, mais avec d'importantes disparités, de 1 à 10 en fonction des produits. Impossible de savoir quelles sont les bougies les plus polluantes, mais l'ADEME recommande de limiter les expositions dans tous les cas. Ce gaz est bien connu du corps médical.
Magali Le Maréchal est infirmière et conseillère en environnement intérieur en Normandie. Elle se rend chez les particuliers pour traquer les sources de pollution. Alors j'essaye de regarder un peu partout, en fait. Je suis la fouineuse, entre guillemets. Et je cherche les polluants, les allergènes. Ça peut être les moisissures, des parfums d'ambiance, des bougies. Nous lui avons proposé d'expertiser la maison d'Angelina, la blogueuse passionnée avec ses 500 bougies parfumées. Bonjour, je m'appelle Magali. Enchantée. Je viens pour la visite. Je vais poser mon sac ici, je vais vous suivre. Cette consultation commence par une exploration du domicile. Donc, je vais noter déjà cette bougie sur la table. Une autre bougie ici. C'est une autre. Celle-ci. Vous avez différents parfums en fait. Oui. Ah, mais c'est là où vous rangez tout le stock de bougies? Une partie, les américaines seulement. L'infirmière utilise de petits détecteurs. Je vais en mettre un là-bas peut-être. Le dispositif, une pastille blanche qui rougit en présence de formaldéhyde et un nuancier qui permet d'estimer la concentration du gaz. 2 heures plus tard, Magali relève les pastilles. Dans la chambre, voyons voir votre résultat. C'est la bougie. Ah oui, là il y a beaucoup de formaldéhyde. On voit que la capsule est beaucoup plus rose. Ouais, c'est. Quel est le risque en fait avec le formaldéhyde? C'est un irritant. Donc les personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques, l'asthme, la bronchite chronique, des rhinites, des conjonctivites, peuvent déclencher plus rapidement des gènes respiratoires en fait. Le formaldéhyde est aussi un cancérigène. Mais selon l'étude de l'ADEME, l'exposition du haut bougie est trop faible pour provoquer des cancers. Vous en aviez conscience de cette présence? Peut-être de le voir de le voir sur un test, ça fait un peu, oui, ça fait un peu bizarre. Donc vu le nombre de bougies, est-ce que vous aérez? Ah oui. Vous aérez combien de temps tous les jours? Tous les jours, au moins 1 heure, le matin et 1 heure en fin de journée. D'accord. L'aération, l'arme fatale contre la pollution intérieure. Pourtant, selon un sondage, 2 tiers des Français n'y ont pas systématiquement recours après avoir fait brûler des bougies. Pour les personnes sensibles, au contraire, ouvrir la fenêtre est une nécessité absolue. Benoît Moreau est cuisinier. Il vient de monter sa petite entreprise de sauce artisanale. Dès que je cuisine, il y a une très forte odeur. Et dans ces cas-là, il n'y a qu'une seule solution pour nous, c'est d'ouvrir la fenêtre. Donc ça permet d'aérer. On ouvre ici dans le salon et ça permet d'aérer complètement. Ne cherchez pas de bougies parfumées dans la maison. Il n'y en a pas. Benoît est asthmatique. Les bougies parfumées, chez nous, c'est banni parce que dès qu'on allume une bougie parfumée, ça déclenche chez moi une crise d'asthme. Et donc j'ai d'abord un problème au niveau de la gorge et après les bronches. Et si j'ai pas ma ventoline, c'est catastrophique. À la maison, le médicament anti-crise d'asthme est toujours à portée de main. Mais le mieux, c'est d'essayer de prévenir, y compris quand Benoît n'est pas chez lui. Soit j'avertis les personnes chez qui je suis, si je suis assez proche, et donc je leur demande gentiment d'éteindre leur bougie, ou si on peut la déplacer, ou du moins pas l'avoir devant moi, ou bien je m'éloigne du lieu. Lorsqu'il a rencontré sa compagne Sophie, celle-ci était accro. Comme j'avais pas de cheminée, j'aimais bien me faire une ambiance un peu feu de cheminée, donc j'en avais une dizaine sur la table basse. Au début, j'y croyais pas. Quand il me demandait d'éteindre les bougies, je comprenais pas. J'avais l'impression que c'était une petite lubie, voilà. Et puis bon, force est de constater. J'ai remarqué qu'il y avait vraiment un effet quand il y avait des bougies, qu'il y avait des crises d'asthme, et donc j'ai tout bazardé. Poubelle. Ouais, poubelle. Mais ça vous manque pas les bougies? Non, en fait ça me manque pas, parce que quand j'ai pu constater l'effet que ça faisait sur Benoît, je me suis dit qu'il y avait des choses dans les bougies qui devaient pas être très très bonnes, et donc ça a fini par me dégoûter. Donc ça me manque absolument pas.
Est-il possible de réduire la pollution émise par les bougies? De nombreux fabricants alternatifs pensent avoir trouvé la solution. Des produits plus naturels. Justine a lancé sa marque de bougies il y a quelques mois. Son credo? Très simple. Bonjour, je prends des oranges s'il vous plaît. Du beau, du bon, du bio. C'est pas n'importe quelles oranges? Non, c'est des oranges biologiques. C'est important? Oui, c'est important pour que ça cadre avec mon concept. Merci. Au revoir. Au revoir. La jeune femme de 28 ans a installé son atelier de fabrication dans son petit appartement. Pas vraiment l'usine. Elle produit une quinzaine de bougies par semaine. Elle les vend entre 7 et 40 € pièce, le prix du naturel. Moi, j'utilise que des huiles essentielles bio ou alors des arômes naturels. Là, c'est jasmin bergamote, donc fruité, floral, le bonheur. Même la cire est labellisée écologique. La cire aussi est naturelle? Oui, elle est végétale. C'est une cire de soja, sans OGM. Du coup, j'utilise cette cire-là pour la fabrication de toutes nos bougies. Je ne voulais pas utiliser la paraffine pour faire des bougies parce qu'il y a des émanations dans l'air qui sont assez toxiques pour nous quand on les respire. Moi, je voulais un produit qui laisse zéro dépôt, qui ait pas de problème sur le long terme pour la santé. Sur le papier, il n'y a pas photo. La cire végétale, comme son nom l'indique, est élaborée à partir de colza, comme ici, ou encore de soja. La paraffine, elle, est fabriquée ici. C'est un déchet du raffinage pétrolier. Justine n'a jamais testé les émissions de ses bougies. Nous allons le faire à sa place. Nous retournons à Genève, voir l'expert avec une nouvelle sélection. Alors, cette fois-ci, je vous ai apporté des bougies en cire naturelle. La bougie végétale, un argument commercial. Cire naturelle. Surprise, Vincent Perret se montre sceptique au premier coup d'œil. Là, on se retrouve avec des fleurs dedans, avec différents éléments. Ça va être une source de polluants. La bougie naturelle va passer à son tour le test du formaldéhyde. Alors 1,3. Donc là, pour le coup, on est facilement 5-6 fois au-dessus d'avant commencer, finalement, en termes de concentration de formaldéhyde. Encore plus de formaldéhyde que dans la bougie industrielle. Comme la paraffine, les cires végétales et même la cire d'abeille sont des hydrocarbures, c'est-à-dire des mélanges d'hydrogène et de carbone. Leur combustion obéit aux mêmes règles. Une partie de leurs composants se transforme en polluants. Un test avec une autre bougie végétale le confirme ce jour-là. La cire naturelle, elle est pourtant présentée comme meilleure pour la santé. C'est pas un gage de non-pollution. Non, clairement pas. Je dirais même que l'huile de soja, c'est une huile qui est un hydrocarbure, un mélange d'hydrocarbures plus compliqué, plus complexe que de la paraffine. Et du coup, ce serait même de nature, finalement, à augmenter les émanations au travers de la flamme. La bonne idée du naturel n'en est donc pas une. Et du coup, nous on va aérer. Impossible d'éviter le dégagement de gaz toxiques. Mais vous allez voir que d'autres désodorisants à combustion sont encore plus polluants que les bougies et dégagent des molécules cancérigènes.
Cela fait une quinzaine d'années que les encens sont régulièrement pointés du doigt. Ces désodorisants qui font la chasse aux mauvaises odeurs seraient surtout, pour la plupart, très toxiques. Bâtons d'encens, on les utilise pour assainir l'atmosphère ou simplement pour le plaisir. Un plaisir peut être dangereux. En 2004, des associations européennes de consommateurs avaient mesuré d'importantes émissions de benzène, un inquiétant polluant. Le benzène est connu pour être cancérogène, il agit sur les cellules sanguines, il est susceptible de provoquer des leucémies. En France, UFC Que Choisir interpellait les pouvoirs publics. Nous souhaitons bien sûr des tests, un encadrement réglementaire et des tests avant la mise sur le marché des produits de ce type. En 2013, Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement, avait promis une interdiction des encens les plus polluants. Les choses ont-elles changé? En France, la consommation est toujours importante. Plus d'un Français sur 5 utilise de l'encens. Les fabricants ont-ils mis en œuvre des méthodes plus propres? Pour le savoir, direction l'Inde. Jaipur, capitale du Rajasthan. Un État de 65 millions d'habitants dans le nord-ouest du pays. Le sous-continent est le premier producteur d'encens au monde. Plus de 2 milliards de bâtonnets. C'est la spécialité de ce jeune entrepreneur. Harsh Kandekval, 31 ans, est à la tête d'une des fabriques de la ville. En Inde, chaque État a une ville spécialisée dans l'encens, tellement c'est un produit de base. Tout le monde en utilise chaque jour, pour les prières. Et au Rajasthan, c'est Jaipur, la capitale de l'encens. L'usine de Harsh Kandekval fait travailler une cinquantaine de personnes. Il y en aurait plus de 3000 comme celle-ci à l'échelle du pays. Bonjour tout le monde. Sa fierté se trouve dans cette pièce. Une vingtaine de machines qui produisent jusqu'à 4 kg de bâtons d'encens par heure. Des bâtons enrobés de charbon en poudre et de sciure de bois. Là on met le mélange, et là vous avez les tiges de bambou. On les fait venir de Chine. Et là, la machine fixe le mélange sur les tiges. Pas encore de parfum à ce stade. Résultat, un encens qui ne sent rien du tout quand on le brûle. Aucune odeur. C'est un encens brut. Le secret de l'encens moderne se trouve ici. Voici notre réserve à produits chimiques. C'est ici que nous préparons les parfums avec plein de produits chimiques. Près de 300 différents. Des parfums, des stabilisateurs, des fixateurs. Ça, c'est de l'aldéhyde C9, vous voyez? Et là, on a du jasmon CIS. On l'utilise par exemple pour les encens au jasmin. Ça vient d'une société suisse. Chaque parfum du catalogue est en fait un assemblage. En général, on fait des mélanges. On peut mettre une vingtaine ou une trentaine de produits chimiques pour chaque senteur. Et après, on mélange le tout dans cette machine pour obtenir le parfum final. Des produits chimiques en pagaille, mais le jeune patron tient à rassurer les visiteurs. Ces produits chimiques ne sont pas mauvais pour la santé. C'est bon, pas de problème. Pourtant là, l'odeur est très forte. C'est parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques dans cette pièce et qu'elle est toute petite. C'est pour ça. À présent, le mélange chimique est prêt pour tremper les encens. Là, vous avez les bâtons d'encens neutres et on va les tremper dans la cuve. Et après, ça devient de l'encens parfumé. Du charbon trempé dans des produits chimiques. Une méthode utilisée partout en Inde.
Et voilà le produit fini. J'adore. Ça sent bon. Ce mode de fabrication des encens a-t-il un impact sur l'émission de benzène? À Genève, nous avons posé la question à Vincent Perret. En bon scientifique, il tient d'abord à nous rappeler d'où vient le benzène. Le benzène apparaît pendant le phénomène de combustion. On a mélangé du bois, du charbon, il y a des parfums, tout ça est mélangé, c'est beaucoup de carbone. Et ce carbone, pendant le processus de combustion, va s'oxyder, faire du CO2, mais aussi se réorganiser entre atomes de carbone pour faire du benzène. Nous lui montrons les images tournées en Inde. Selon lui, le nombre de produits chimiques utilisés par cette méthode de trempage augmenterait la quantité de benzène dégagée. Dans ce mélange-là, on va se retrouver avec des bases de parfums, mais aussi tous les éléments pour fixer les parfums au niveau des bâtons. Quand on va brûler tout ça, la combustion va moins bien se passer. On va générer plus de fumée, plus de composés type benzène, des émanations plus intenses et plus toxiques. Plus de pollution. Plus de pollution, oui, c'est ça. En 2017, l'ADEME a testé 9 encens vendus en France. Et voici ce que les chercheurs ont découvert. Les bâtonnets continuent à émettre du benzène dans des proportions inquiétantes, avec là encore de fortes disparités, de 5,9 microgrammes par mètre cube d'air jusqu'à 167. Des concentrations largement au-dessus de celles recommandées par les pouvoirs publics aux utilisateurs réguliers d'encens, seulement 2 microgrammes par mètre cube d'air. Dans ces conditions, brûler un encens par jour sans aération suffirait à mettre en danger la santé d'un utilisateur. Alors que font les autorités sanitaires? L'interdiction des encens les plus polluants, promise il y a plus de 5 ans par le ministère de l'Environnement, n'a jamais eu lieu. Seule avancée, une mesure prise en mai 2017 par le gouvernement Valls. Elle porte sur l'étiquetage. Un décret qui a fait l'objet d'une passe d'armes avec les scientifiques de l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, dont Gérard Lasfargue est le directeur. Ce décret proposait de bien renseigner les conditions d'utilisation des produits désodorisants à combustion pour la sécurité des consommateurs. Par exemple, bien ventiler les pièces, ouvrir les fenêtres, ne pas s'exposer directement à la fumée lorsque par exemple, des bâtons d'encens sont allumés. En clair, le gouvernement prévoit de simples pictogrammes sur les emballages. Des indications comme celle-ci, recommandant d'ouvrir les fenêtres. Pour l'ANSES, il faudrait une mention claire, émet des polluants cancérigènes. Il faut aller bien sûr plus loin en étiquetant très clairement les polluants qui sont émis, susceptibles d'être émis par ces dispositifs. Il est important que le consommateur le sache et qu'il ait une information là-dessus. Aujourd'hui, plus personne ne parle d'interdire les encens. En attendant, si vous voulez vraiment utiliser des désodorisants à combustion, il existe des moyens de limiter leur nocivité. Nous avons revu une dernière fois le toxicologue de Genève, mais pas au laboratoire. Vincent Perret nous accueille chez lui cette fois-ci. Et surprise, nous découvrons qu'il nous a caché des choses. Sur la table basse de son salon, quelques bougies, parfumées qui plus est. C'est vous qui les achetez? Non, c'est pas moi. C'est mon épouse qui aime beaucoup ça. Maintenant, on utilise quand même les bougies parfumées vraiment avec parcimonie. Typiquement après un repas un peu odorant, base de fromage fondu par exemple, histoire de masquer un peu tout ça. Mais pendant 1 heure, puis après on aère et voilà. Ok pour les bougies, mais pas n'importe comment. Comme il est incorrigible, il a apporté quelques appareils de mesure. Mais cette fois-ci, nous nous contenterons des bons réflexes à adopter. La première chose sur une bougie, au niveau de l'entretien, c'est s'assurer que la paraffine est propre.
il faut que ce soit propre. Donc on est le moins possible d'éléments, comme on voit ici, hein, des petits bouts brûlés, des petits bouts de mèche, ça peut être des petits bouts d'allumettes. Ça, il faudrait pouvoir idéalement les enlever, parce que tout ça va contribuer à faire une mauvaise combustion. Il faut que ce soit le plus lisse et le plus propre possible. Ensuite, la mèche, elle doit avoir une certaine longueur. Il ne faut pas qu'elle soit trop courte, mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue non plus. Donc généralement aux alentours de 0,5 cm, c'est la bonne longueur. Puis regardez ici, là on a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est assez typique, hein. Il s'est créé des structures en carbone au bout de la mèche. Et puis ça aussi c'est quelque chose qu'on ne doit pas avoir sur une bougie entretenue, parce que ça va perturber aussi le bon fonctionnement et la stabilité de la flamme. Donc on va pouvoir couper la mèche, bien nettoyer la cire, on peut allumer. Et pour l'éteindre? Alors pour ça, on prend juste un bout métallique et puis on va tremper la flamme dans la cire qui est liquide. Et voilà, on n'a quasiment pas eu de fumée. Pour éviter la fumée des encens, en revanche, Vincent Perret n'a trouvé qu'une solution. Eh ben, j'en utilise pas. C'est vraiment ce qui peut émettre le plus de pollution intérieure. Donc pas chez vous à l'intérieur? Pas chez moi. Vous n'en mettez pas chez vous à brûler? Non. Des encens à brûler dehors. La réponse est à peine une boutade. Pendant des millénaires, on a considéré la fumée odorante comme un bon moyen de purifier l'âme, mais aussi l'air. Désormais, ce n'est plus le cas. Les désodorisants à combustion ne sont plus en odeur de sainteté.